Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'heure bleue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu plus en détail de nos diverses parts intérieures. J'en ai déjà fait mention dans mes précédents podcasts, mais ça me semble important d'aller explorer ce sujet un petit peu plus en détail. Alors déjà, c'est quoi ces fameuses parts intérieures ? C'est simplement toutes ces petites voix qui nous habitent et que vous connaissez tous et qui, ma foi, parfois elles se chamaillent un peu, voire beaucoup, et tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous. L'exemple le plus évident, c'est sûrement quand on a un choix à faire. Est-ce que j'achète ou non un nouveau smartphone ? Est-ce que je pars en vacances plutôt à la montagne ou plutôt à la mer, etc. Et dans ces cas-là, vous savez, on a tendance à faire des listes de pour, de contre. On essaye d'être rationnel, on va peser les avantages, les inconvénients de chaque décision. Et puis finalement, soit on n'est pas vraiment beaucoup plus avancé après avoir fait nos listes, soit on fait un choix, mais ce choix, il va nous laisser à moitié frustrés. Et si cette façon de faire, ça nous aide pas des masses, c'est parce que, en général, on essaye de prendre la décision avec notre mental. Et notre mental, il est complètement déconnecté de ce qui est réellement vivant dans chacune de nos parts intérieures qui sont pas d'accord entre elles. Alors, ces parts intérieures, elles peuvent encore se manifester sous d'autres aspects, bien au-delà d'une question d'un choix à faire. Par exemple, quand je suis en colère sur un événement, c'est aussi une part de moi qui est en colère. Quand je suis jaloux, ou bien même quand je suis en joie, quand je suis triste, c'est chaque fois des parts de moi qui vivent une certaine émotion. Et en fait, personnellement, je pars du principe que je suis composée de dizaines de ces parts intérieures qui se manifestent à des moments différents. Et ceux qui observent ces parts et qui parvient idéalement à s'en détacher, mais c'est pas toujours le cas, ce qui observe, c'est la conscience, le soi, le moi supérieur, on peut l'appeler de plein de façons différentes. En intégrant cette vision, ça me permet en fait de plus m'identifier entièrement à ces parts. Par exemple, si je suis triste, je fais un pas en arrière et je me dis consciemment que j'observe qu'une part de moi est triste. En faisant comme ça, c'est plus tout mon être en entier qui est triste, mais c'est juste une part qui a un besoin bien spécifique et ce besoin, à ce moment-là, il n'est pas nourri. Mais toutes mes autres parts, par exemple ma part amoureuse, ma part créative, ma part super qualifiée professionnellement, toutes ces autres parts ne sont pas ma part qui est triste. Et c'est pas parce que je suis triste que je ne suis plus rien d'autre que ma tristesse. Et à ce moment-là, je peux aussi voir une autre part de moi qui est en joie, parce qu'elle a accompli quelque chose de génial dans la journée. Et je suis pas triste ou joyeuse, mais je constate en fait que je peux être triste pour quelque chose et joyeuse pour quelque chose d'autre en même temps. Et là, je peux mettre un peu de distance bienvenue avec mes émotions et surtout, je peux accueillir et ne plus lutter. Parce que c'est là en fait la plus grande violence qu'on peut se faire à soi-même. C'est la lutte intérieure. C'est quand on se dit « je devrais être capable de » ou « je devrais pas faire ceci » ou « je devrais pas ressentir ça », etc. Et là, on est en tension avec soi-même et on entre dans un cercle vicieux de culpabilité et d'impuissance. Et tant qu'on parle de violence envers soi et donc envers ses parts intérieures, j'ai 3 autres exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est quand on met le couvercle sur la marmite. On connaît tous ça, on refuse d'accueillir une part de nous qui est stimulée. Donc pour moi, stimuler, ça veut dire qu'on ressent quelque chose de désagréable comme de la tristesse, de la frustration, de la colère. Donc quand on met le couvercle sur la marmite, là on s'occupe à autre chose, on va faire du sport, on sort boire des verres, on se plonge dans le travail. Et ça, en fait, ça permet juste de nous éviter de nous retrouver face à cette part qui est stimulée. Et là, clairement, on est dans le déni et puis on espère évidemment que ça finisse par passer. Et surprise, ça passe rarement ou alors ça met son temps. Et à l'inverse, moi j'ai longtemps cru que accueillir mes parts stimulées, c'était un peu comme me complaire dans mon truc.
Je me disais, mais si je reste à écouter ça, ça va m'envahir complètement, je vais me placer en victime, je vais commencer à me plaindre, et puis surtout, ça me donne la possibilité de rien faire pour que ça aille mieux. Mais là aussi, il y a une différence entre accueillir et se complaire. C'est vrai qu'elle est peut-être subtile, mais elle existe. Et quand on se complaît dans sa tristesse, là, on n'a plus de recul. On est entièrement sa tristesse, on n'est plus rien d'autre qu'un être triste, ça prend toute la place. Et en fait, on s'en rend même pas compte. On n'est pas du tout dans la conscience de ce qui se joue en nous. Et enfin, troisième variante, c'est ce que j'appelle la morale du mental qui se prend pour une part consciente. Là, on sera dans le déni, mais on va le faire sous couvert d'être dans la conscience. Et on va se dire des trucs du genre « Oui, cette tristesse n'est pas ce que je suis, c'est juste une part. Alors je peux m'en détacher et donc ne pas l'écouter. » Et là, en fait, le mental va faire un raccourci qui va juger pertinent, mais en fait, ça sert à rien d'autre qu'à rester dans le déni. Mais je vais détailler ce piège du mental juste un petit peu plus tard. On va y revenir. Donc, entre déni inconscient, déni sous couvert de conscience et complaisance, il y a un juste milieu et c'est ce qu'on va essayer de trouver ensemble avec ce podcast. Alors, comment est-ce qu'on gère ces parts intérieures ? On a vu notre façon habituelle, c'est d'utiliser le mental. On analyse, on décortique, on rationalise, on pèse, on sous-pèse, on fait des listes de pour et de contre. Et au final, on prend une décision qui va favoriser une part de nous, mais ce sera au détriment d'une autre qui, elle, va être frustrée. Et du coup, on peut avoir un peu l'impression qu'aucun choix est vraiment le bon choix, et puis on fait juste le choix le moins pire. Donc pour éviter ça, la première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier les besoins de chacune de ces parts intérieures. Je vais juste donner 1 ou 2 exemples de conflits intérieurs parce que, en fait, c'est très vaste. Il y a la question d'un choix à faire, évidemment, ça c'est facile à comprendre. Est-ce que j'achète ou non un nouveau smartphone ? Ou un petit peu plus piquant, est-ce que je quitte ou non mon conjoint ? Mais il y a aussi le cas où le conflit intérieur, il est vraiment moins net que quand c'est une question de choix. Par exemple, je me fais licencier, j'estime que c'est une injustice, et là, il y a une part de moi qui continue à ressasser cette histoire et à être en colère. Et pourtant, il y a une autre part de moi qui aimerait juste tourner la page, aller de l'avant. Et en fait, il y a cette résistance intérieure. Et du coup, même si j'ai envie de passer à autre chose, il y a une part de moi qui m'en empêche et qui reste dans sa colère et puis dans son sentiment d'injustice, etc. Donc là, on n'est pas vraiment dans un conflit de choix, mais il y a quand même un conflit entre une part qui a une certaine volonté et l'autre part qui veut autre chose. C'est pareil si j'ai envie de maigrir et puis malgré ça, j'arrive pas à m'empêcher de grignoter entre les repas. C'est aussi un conflit intérieur et c'est 2 parts qui cherchent chacune à nourrir leurs besoins et qui sont pas d'accord sur les stratégies. Si on veut avoir une chance d'aller vers plus d'harmonie intérieure, mon expérience, c'est qu'il y a uniquement avec la tendresse et l'écoute de soi qu'on y parvient. Si ma part raisonnable dit à ma part gourmande « Oh, mais tais-toi maintenant !» J'ai dit non, on ne mange pas ce gâteau. Et qu'à ce moment-là, je retourne faire autre chose. Je peux être à peu près sûre que ma part gourmande va revenir en force un peu plus tard et qu'elle va me faire craquer 2 fois plus fort que si j'avais pris quelques instants pour me mettre à son écoute. Chaque fois qu'on néglige une part de soi, on prend le risque qu'elle revienne se manifester de façon encore plus intense. Et au final, on n'est plus libre de rien. On agit sous le coup des émotions, on n'a plus de contrôle, on n'a plus de recul, on est prisonnier de nos parts intérieures. Et évidemment, c'est pas exactement ce qui fait rêver. Alors il y a un outil qui est formidable pour accueillir et pour comprendre ces parts intérieures, c'est la CNV, la communication non violente. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus simplement et rapidement possible le principe de base parce que c'est pas un podcast sur la CNV, mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à regarder une vidéo très complète qui détaille tout le processus et dont je vais vous mettre le lien dans la description de ce podcast. Donc la CNV se base sur le principe que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Et c'est sûr, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de sécurité, de tendresse, d'amour évidemment, de reconnaissance, de joie, etc. Et puis il y a aussi des besoins qui sont beaucoup plus subtils.
Par exemple, en relation, on peut avoir besoin éventuellement de co-création, c'est-à-dire de sentir qu'on est deux à vouloir faire avancer la relation, à vouloir porter son évolution. On peut aussi avoir besoin d'inspiration, de confiance, de temps, de connexion, de lien, de partage, d'équité, de soutien, et il y en a encore 1000 autres. Et ce qui est très beau là-dedans, et vous le sentez certainement, c'est qu'en fait on peut absolument tous nous relier à ces besoins parce qu'on les expérimente tous. Je connais personne qui n'a pas besoin de partage. Je connais personne qui n'a pas besoin de lien. Je connais personne qui n'a pas parfois besoin de soutien ou qui a besoin de joie ou de détente, etc. Donc ça, c'est déjà une très belle chose. Après, le souci, c'est qu'on n'a pas forcément tous besoin de la même chose au même moment. Ça, c'est un fait. Mais surtout, on a chacun des stratégies qui sont très, très différentes pour nourrir nos besoins. Par exemple, le vendredi soir, moi, je peux avoir besoin de repos et de temps pour moi, tandis que mon conjoint, lui, il a besoin de partage, de légèreté, de célébrer l'arrivée du week-end, d'humour, etc. Et là, ma stratégie à moi pour nourrir mon besoin de repos, ce sera peut-être de prendre un bain ou de regarder un bon film, tandis que mon conjoint, lui, il aura envie d'aller faire l'apéro avec ses amis pour nourrir son besoin de légèreté, de célébration et d'humour. Et c'est au niveau de ces stratégies que les conflits apparaissent. C'est hyper important de faire la différence entre besoin et stratégie. Il est beaucoup plus facile de se comprendre quand on parle au niveau des besoins, parce que même si j'aime pas faire la fête avec plein de monde, je peux en revanche très bien comprendre le besoin de légèreté et de partage, parce que moi aussi j'aime la légèreté et j'aime le partage, parce que tout le monde à certains moments a envie de légèreté et de partage. Mais tout le monde n'a pas pour stratégie de faire la fiesta avec ses amis pour nourrir ces besoins-là. Et j'insiste sur ce point parce que c'est exactement pareil en ce qui concerne nos parts intérieures. Donc, revenons-en à cet exemple de ma part gourmande et de ma part raisonnable. Quand je sens la pulsion qui arrive, je peux choisir de lutter et d'essayer de réprimer cette envie, en disant non, c'est exclu, voilà. Ou je peux aussi essayer autre chose, m'asseoir 2 minutes et voir quel est le besoin de cette part gourmande. Qu'est-ce qu'elle cherche à nourrir ? Est-ce qu'elle a faim déjà, dans le sens physique du terme ? Est-ce que son estomac crie famine ? Ou alors, est-ce qu'elle a peut-être besoin de douceur, d'une forme de tendresse, de réconfort ? Ou peut-être qu'elle s'ennuie, et puis dans ce cas, elle aurait besoin d'une sorte de structure ou de cadre que le fait de manger pourrait apporter. Et ce qui est intéressant, quand on se relie aux besoins, c'est que en fait, ils n'ont pas toujours réellement besoin d'être satisfaits. C'est un petit peu magique. Et parfois, quand un besoin est juste reconnu, il y a un apaisement tout à fait étonnant qui se produit. Et là, c'est plus si important de combler le besoin parce que finalement, il avait juste besoin d'être vu et reconnu. Et parfois, ça suffit pas. Et dans ce cas, on essaye de regarder s'il y a un moyen de trouver une autre stratégie pour nourrir ce besoin. Si ma part gourmande a besoin de douceur, et que ma part raisonnable a besoin de respecter ses cycles naturels et donc de ne pas manger quand le corps n'a pas besoin de nourriture, alors quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place pour que les deux parts y trouvent leur compte ? Dans un premier temps, je peux simplement me relier à cette part de moi qui a besoin de douceur. Je vais essayer de l'accueillir pleinement, de lui dire dans ma tête quelque chose du genre j'aime bien appeler mes parts intérieures chouchou, ça amène de la tendresse. Donc je vais me dire oh chouchou, t'aurais tellement besoin de douceur en ce moment. Puis tu sais vraiment pas comment faire autrement que de manger du chocolat pour ressentir cette douceur, c'est ça. Et là j'observe. Je vais juste me relier à ça, puis je vais observer. Et parfois, cette part, elle va me répondre un petit « oui, c'est ça ». Ou bien alors, elle aura envie de préciser, elle va me dire quelque chose d'autre, elle va me donner une piste ou me faire ressentir autre chose. Et je vous assure, alors oui, ça paraît complètement schizo, mais on peut vraiment créer ce dialogue intérieur à partir du moment où on est dans le ressenti, où on est pleinement présent et où on n'est pas dans le mental. Donc à ce stade, on peut observer un apaisement parce que cette part est déjà entendue et accueillie. Et une fois qu'on a ressenti cet apaisement et qu'on a donné de l'empathie à cette part, qu'on lui a montré qu'on était là et qu'on était à l'écoute, alors à ce moment-là, on peut commencer de lui expliquer que la part raisonnable, elle a besoin de respecter sa nature physiologique
et qu'elle aspire à prendre soin de son corps. Alors, probablement que la part gourmande va trouver ça louable, parce que finalement, qui trouverait ça nul ? Je veux dire, tous les besoins sont toujours de très belles aspirations. C'est une belle aspiration de vouloir prendre soin de son corps et de vouloir respecter sa nature physiologique. C'est une jolie aspiration. Donc forcément, on ne peut que reconnaître ça. Et une fois qu'on est relié à cet endroit-là, au niveau des besoins et plus au niveau des stratégies, eh bien les choses se calment. Et parfois, la part gourmande va simplement accepter de collaborer. Et puis parfois, elle demandera qu'on lui donne une autre forme de douceur en échange de sa coopération. Et là, on regarde avec elle si elle aurait une idée pour ressentir de la douceur, autre que de manger du chocolat. Peut-être qu'un thé suffira, ou peut-être qu'un câlin avec le chat apportera cette douceur. Il suffit d'être à l'écoute et de voir ce qui se présente. Et puis, voilà, c'est possible aussi que la pulsion ne disparaisse pas et qu'on n'arrive pas à résister. Ça arrive, c'est ok. Dans ce cas-là, en fait, on est totalement en conscience et on sait pourquoi on craque. On accueille simplement le fait qu'on n'a pas les moyens de suivre nos belles aspirations. Et on se donne un peu d'empathie. Parce que ça arrive souvent, ça arrive tout le temps, de voir qu'on a des aspirations, on a des besoins, on a ces belles aspirations, et puis parfois, voilà, on n'y arrive pas. Mais l'important, c'est pas d'être parfait et de résoudre tous ces problèmes et puis d'être vraiment de plus avoir aucun défaut et d'être dans sa ligne et de tenir sa ligne et tout. Non, ça devient tyrannique. Non, l'important, c'est juste d'agir en conscience et de juste avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors évidemment, ça demande un peu de temps, ça demande de l'entraînement. Personne n'a dit que c'était facile, mais pour défaire un nœud, mon expérience, c'est qu'on a rarement d'autre choix que d'arrêter de tirer dessus. Alors, apprenons à simplement rester en lien avec nos parts qui ont des besoins pas nourris. On s'assied, on ressent, on accueille, et puis on n'oublie pas, on essaye de voir en tout cas qu'il s'agit toujours de part intérieure et de pas mon être en entier en fait. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt, on observe ces parts, et puis on se dit voilà, il y a ça qui se joue en moi, et cette part-là, c'est une part et ce n'est pas tout mon être. Enfin, dernier point, on va revenir à ce fameux mental, parce que le mental, il peut très vite s'approprier le processus, et il y a une nette différence entre accueillir ses parts sur le plan émotionnel et sur le plan du mental. Alors une fois que le chemin, entre guillemets, est fait, donc que le processus de trouver le besoin sous-jacent de nos parts qui sont en désaccord et puis de ramener de l'empathie, etc., le mental, il voudra toujours résoudre le conflit en empruntant le même chemin, mais sans être dans l'émotion, parce que le mental n'a pas d'émotion. Le mental veut aller vite, il a compris comment ça fonctionne, il est tout content avec ça, et comme il est là pour résoudre les problèmes et pour trouver des solutions, il va croire qu'il est capable de faire ça plus vite et plus efficacement que notre part sensible. Donc, pour reprendre l'histoire de la part gourmande, ça va donner un truc du genre « Ah ouais, je sais, t'as besoin de douceur, tiens, mange une pomme, tiens, fais un câlin au chat, tu vois, je t'écoute, je suis là pour toi. » Et on se doute bien que malheureusement, ça fonctionne pas. Le mental, il a compris tout le processus, il a tout analysé, il a tout capté, et effectivement, sur le plan technique, il a raison, la part a bien besoin de douceur, mais en fait, il lui accorde aucune présence véritable. Il n'y a aucune intention bienveillante. Il n'y a aucune envie de prendre soin. Le mental, son unique objectif, c'est de résoudre le problème. Voilà. Et c'est un peu subtil comme différence. C'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on est dans le mental. Mais en général, si ça marche pas, c'est que c'est le mental qui est aux commandes. Donc on va le calmer et encore une fois, on va aller davantage dans le ressenti et dans l'émotion. On va chercher à être présent avec cette intention de prendre soin et d'être à l'écoute et surtout pas dans l'intention de résoudre le problème vite fait, bien fait. Parce que, faut pas se leurrer, nos parts émotionnelles, elles sont pas dupes. Et pour conclure tout ça, je dirais que c'est un vrai chemin de conscience. Ça demande un peu de travail, ça demande de l'exercice. Il faut déjà arriver à voir quand on a un conflit intérieur, parce que souvent on fait juste, on le subit, on ne se rend pas compte de ce qui se joue en nous. Et ensuite, il faut avoir la disponibilité pour se poser un peu et pour prendre le temps de s'accueillir. Ça demande un effort, c'est évident, ça ne se fait pas tout seul. Et puis quand on est dans des émotions comme la colère ou une grande tristesse, c'est beaucoup plus difficile que de savoir si oui ou non on va changer de smartphone. Là, on est d'accord. Mais au final,
C'est vraiment un processus qui vaut la peine parce qu'il nous redonne du pouvoir et puis il nous évite de subir nos émotions sans savoir quoi en faire. Et avec le temps, avec un peu d'entraînement, tout ça finit par devenir assez naturel. Voilà. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et je lirai tout ça avec grande attention. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à tout bientôt.